Tu penses qu'elle a encore ses 330 chevaux hein? Oh oui, je pense, hein, malgré tout. Hein. Ça marche fort, ça marche très très fort. Chers petits observateurs, bonsoir, bonjour. Bon, après le kiff de la semaine dernière de la SM présidentielle pour Renault, moi aussi j'ai le droit à ma voiture un peu de rêve. Je ne l'ai jamais faite. J'ai deux voitures vraiment, on va dire, de mon enfance, adolescence, c'est la GTR et la Supra. Et là, la Supra est avec nous et Christophe est avec nous. Comment tu vas, Christophe? Ça va, Julien? Écoute, un grand merci. On n'a pas encore commencé, mais pour revenir avec cette Supra, et l'histoire est magnifique, on aura le temps d'en parler. La voiture est dans un état exceptionnel. On était tous verts là parce qu'on a commencé un petit peu déjà à prendre des photos et tout. On dirait qu'elle est sortie d'usine. Alors bon, on va commencer comme d'habitude parce que je parle beaucoup, je suis déjà au taquet. C'est quoi ton petit détail sur cette Toyota Supra? Ah, mon petit détail, il se situe plutôt sur l'arrière. Ok. C'est un petit détail qui est celui-là. C'est un petit, 35 cm. C'est effectivement l'aileron qui est intégré sur la partie de la malle arrière et que je trouve vraiment, c'est ça qui lui donne son côté, sa personnalité et qui s'intègre parfaitement dans le design de la voiture puisqu'il est bio. Comme la voiture d'ailleurs. On va peut-être en parler du design parce que directement là t'en parles. C'est tout en rondeur. C'est tout en rondeur, hein, un peu comme Pac-Man à l'époque. C'est que des ronds, tu me disais. C'est que des ronds, hein, tu le retrouves au niveau des feux, au niveau de l'aileron, au niveau du galbe des ailes. Et c'était le biodesign hein, qui a été instauré par la Celica. Et donc la Supra a suivi puisqu'elle est arrivée un peu après les premières Celica. Et c'est ce qui lui donne ce côté tout en rondeur que la Mark III n'avait pas, puisqu'elle était assez cubique de son côté. Tu parles de Mark III, on va faire un petit point sur les Supra, parce que c'est vrai, il y a eu 1, 2, 3, 4 qui est très rapidement, jusqu'en 2002 pour le Japon. La 5, là, c'est avec tout le truc de BMW ou pas, bon bref, on va pas en parler. Mais celle-ci, c'est vrai que pour la génération des gens de 90-2000, elle était mythique, Fast and Furious, Gran Turismo, avec un nouveau design, parce que MK3, c'est très très carré. Toi, ta voiture, c'est quelle année, quelle motorisation? Parce que c'est aussi beaucoup de choses. Ah oui, fais-nous une petite présentation déjà de globale. Alors, c'est une MK4 Twin Turbo, donc qui développe 330 chevaux dans une configuration boîte mécanique avec une conduite à gauche, puisque c'est une voiture française. Il y a eu 49 exemplaires vendus sur le marché français, et celle-ci en fait partie. Après, voilà, on est vraiment là dans une config full origine. À part une petite... Tu nous as dit l'année ou pas? Parce que... Ah, pardon, j'ai oublié le principal. C'est une juillet 1995, ainsi sur 1900, parce qu'on était allé au siècle dernier. Ça, et donc, fou, c'est un millésime 96, puisqu'à l'époque, le millésime existait. Donc, c'est pratiquement la fin de commercialisation de la Supra. Parce que pour faire un point sur cette Supra, on s'en rend pas compte hein, avec Céline, mais elle a 30 ans. Elle a commencé en 92, 93, je sais jamais. Tu sais mieux que moi. Présentation de la Supra au Salon de Chicago le 24 août 1993. Voilà. Et commercialisation en France aux alentours d'octobre 93. Les gens vont se dire, tu t'y connais énormément, on va parler de l'histoire après, mais cette Supra, c'est toi qui l'as vendue. Alors oui, c'est pour ça que je connais un petit peu bien mon sujet. Tu la connais très très bien cette voiture. Je la connais très bien effectivement parce que je l'ai vendue à un couple de clients en juillet 95 et voilà, je la connais de A à Z. Autre petit détail qui est important, c'est à l'avant, chose que moi j'avoue j'avais jamais vue, c'est au niveau du pare-choc. Alors première chose, d'origine, donc tout est ouvert comme ça? Alors tout est ouvert effectivement. Au départ on penserait qu'il manque une grille. Mais tu peux passer ta main quoi. Oui, ça a été conçu comme ça. Alors là, pour le coup, j'aurais moi préféré une grille qui permet de protéger le radiateur. Tu t'es posé la question d'ailleurs. Mais je me suis posé la question s'il manquait pas à un moment donné, quand la voiture, je l'ai livrée au client, je me suis dit tiens, il y a peut-être un truc qu'ils ont oublié à l'usine. Et pas du tout. Hein. Toutes les Supra étaient bien conformes. Pareil au niveau du clignotant, quoi. La prise d'air, elle est béante. Oui. Alors là, il y a une raison. Tu vois là, c'est vide. Il se passe rien. Mais de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle l'échangeur RR pour les deux turbos.
Effectivement. Ouais. que tu retrouves là, tu vois. Et pareil au départ, tu as l'impression qu'il manque du coup un radiateur, et ce qui n'est pas le cas. Là, on va dire que ça reste une entrée d'air pour optimiser le refroidissement du coup un peu du freinage, quoi. Il y a autre chose encore Ah, à l'avant. il y a un côté James Bond et magie. Parce que je sais pas où est. C'est quoi? C'est un bouton? C'est une manette? Alors c'est un bouton. Je ne sais pas si tu vas pouvoir le voir en m'installant. Alors attends. Tu veux peut-être C'est aller. le côté? C'est à droite? Je vais aller de l'autre côté. Ouais, va de l'autre Je vais côté. laisser Je Renaud vais te filmer le à l'avant montrer. parce que ça se passe à l'avant. Alors. Alors ça c'est la magie. Tu vois, Oui, il y a marqué dessus, c'est marqué dessus, c'est oui. marqué dessus exactement, donc down pour la descente. Et là, quand tu appuies sur ce bouton-là, tu vas pouvoir aller constater qu'il s'est passé quelque chose sur la Une partie petite avant lame de la avant du voiture. coup qui est descendue. Voilà, exactement. Tu as ce qu'on appelle une lame active qui permet du coup d'avoir une portance à l'avant, puisque comme tu as pu le voir à l'arrière, on ne peut pas le louper. Et à l'avant, c'est un petit peu plus discret. Et du coup, ça, c'est motorisé et ça sort automatiquement au-delà de 90 km/h. Et ça re-rentre en dessous de 70. Ça fonctionne toujours et tout. Ah, ça fonctionne toujours. Même en roulant, t'as jamais eu de problème parce que c'est typiquement le genre de petit truc, tu sais, non, avec le temps. ça marche très Ok, bien. Ça marche très bien. Ça, c'est l'homme qui aime bien conduire avec. Ça se sent que ça doit être sympa à rouler. C'est sympa à rouler, il y a 330 chevaux avec 2 turbos, donc c'est du couple. Faut savoir qu'on a 440 Nm de couple à 4800 tours et qu'on a 40% de ce couple qui est délivré à partir de 1800 tours avec le premier petit turbo. Bon, tu nous parles moteur, on va l'ouvrir le capot parce que Ah. d'habitude on prend un peu plus de temps, mais il y a une deuxième chose sur cette voiture, en dehors des films, en dehors des jeux vidéo et du tuning aussi, c'est ce fameux moteur qui est mythique. Le fameux 2JZ, connu des préparateurs surtout, outre-Manche, puisqu'aux USA, il n'est pas rare de trouver des grosses prépas. Alors là, il n'y en a pas, il est d'origine Et parfaitement là, on est d'origine. aussi content de vous présenter une voiture parce que c'est assez rare, full stock. Mais quand je dis full stock, on dirait vraiment qu'elle vient de sortir d'usine. Mais c'est très rare parce que c'est des moteurs qui se préparent très bien. Oui, là effectivement c'est du full stock, donc il en reste quelques-unes, mais c'est très rare effectivement. Ça commence à devenir très rare. Le fameux 2JZ là qu'on voit ici. Le fameux 2JZ, donc un moteur qui est connu et reconnu pour encaisser de 330 chevaux jusqu'à, on a des possibilités à 1200 chevaux. Alors bien sûr, il faut faire quelques petits changements de part et d'autre, mais le bloc en lui-même, lui, encaisse, puisque c'est un bloc qui est forgé. Donc il avait déjà été un peu prévu pour ça. Je crois que les Japonais nous ont pas tout dit à cette époque. C'est ça, non mais ils avaient un peu de la suite dans les idées quand même parce que à cette époque-là, il faut le remettre en contexte, eux, c'était bridé, mais beaucoup plus bridé que nous d'ailleurs, ils avaient moins de chevaux. Alors exactement, au Japon, cette voiture développait 280 chevaux parce que il y avait un petit peu beaucoup de morts sur les routes et du coup les constructeurs avaient fait un consortium en fait pour se mettre d'accord, pour essayer de faire aussi un petit peu de leur côté un petit truc pour éviter ça. Et ils avaient dit, c'est quoi la voiture la plus puissante de l'époque de la production japonaise? Et ben c'était la Nissan 300ZX qui faisait 280 chevaux. Et ben toutes les voitures ne dépasseront pas 280 chevaux. Sauf pour nous, pour l'Europe, puisque, et le reste du monde, puisque là les lois n'étaient pas appliquées. Et là, 330 chevaux. 50 de plus. Tu sais comment ça se faisait? Parce que bon, toi, je sais que tu as une limite au niveau de la vitesse maximum, ça, on va dire, c'est électronique. Exact. Mais eux, de leur côté, c'était carrément un changement de turbo, c'était mécanique, on va dire. C'était mécanique, effectivement. Tu avais des turbos qui étaient un peu plus petits, qui permettaient de brider la puissance. On parle de turbo. Ils sont où ces fameux turbos? Ils sont cachés où? Parce que... Ils sont cachés dans cette partie-là, sous ce cache qui est en aluminium, ce pare-chaleur en fait, où dessus on a 2 turbos qui sont jumelés l'un à l'autre en fait et qui marchent en séquentiel. Comme je disais tout à l'heure, il y en a un qui prend le relais pour les bas régimes et le gros qui intervient au-delà de 4000 tours jusqu'à pratiquement 7000 au rupteur. Et là, il y a vraiment des chevaux du coup partout. Il n'y a pas de temps de réponse. Tu as les chiffres un peu en tête, on le fait rarement, mais c'est vrai que c'est une voiture un peu particulière, le 0 à 100. Oui, 0 à 100, alors pareil, ça dépend des revues, mais en moyenne, il y a certains qui ont réussi à faire du 5.3, d'autres qui ont fait du 5.4, 5.5, 5.6, donc ça se situe là-dessus. Faut se remettre en perspective, faut remettre en perspective le fait que c'était il y a 30 ans et que c'est une voiture qui est plus ou moins 4 places. Enfin,
Elle a des très hautes performances, tu vois, vraiment. Ah bah il y a effectivement dans ces années-là, tu avais en face des Ferrari. Alors c'est pas pour comparer à une Ferrari, une Supra, c'est loin de là. Hein. Une Ferrari reste une Ferrari, mais tu avais des Ferrari qui développaient 300 chevaux sur des moteurs atmosphériques. Et là tu arrivais avec une Armada technologique avec 330 chevaux, beaucoup de couples, une boîte 6 vitesses à l'époque aussi. Qui faisait qu'en termes de performance, on était sur des performances de 348, on était sur des performances même de 328 qui étaient même antérieures. Donc là, on commençait quand même à aller chercher des autos. Et la cible d'ailleurs, c'était la Porsche 928 à l'époque, puisque... ce côté 4 places et tout. Ouais. Exactement, et on était dans le même genre de puissance. Mais on n'avait pas de V. On parlera du prix aussi après, parce que Oui. c'est d'origine le côté vert. Moi, j'avoue, des 2JZ, à part dans des films, j'en ai pas trop vu. En règle générale, il n'y a plus rien d'origine dans tout ce que j'ai vu. Donc, Alors oui, le couvre-culasse, il est effectivement de cette teinte-là. C'est paradoxal, hein, c'est pas une couleur armée, mais là, j'ai pas la raison. c'est une belle couleur, hein, franchement. Ça le met en valeur, donc je pense qu'il doit y avoir cette histoire-là. On aurait peut-être aimé, peut-être après. Là, c'est différenciant, mais peut-être un noir laqué, ça aurait pu coller. On voit que tout est quand même rentré au chausse-pied. C'est aussi un peu les prémices de l'électronique et tout. Oui. T'as pas eu de soucis, c'est assez facile à entretenir. Les Japonais, on sait que voilà, tout doit être très carré, très bien fait. Est-ce qu'il y a ça Là, oui, il faut l'avouer aussi, en termes de fiabilité, ça reste très fiable. Étant donné que le bloc, à 330 chevaux, il peut en encaisser quasiment 600 ou 1000. Il est en rodage tout le temps en fait là. Tu imagines l'optimisation, c'est-à-dire que tu vas faire 400-500 000 km largement avec un moteur comme celui-ci. C'est ce que tu trouves un peu sur des forums, des trucs en stock, on arrive facilement à 500 000 km. Il y a des gens qui ont fait des gros kilométrages avec du 2JZ. Sans aucun problème. J'aime ce genre de phrase. Avec du 2JZ. On va faire un petit tour à l'arrière avec le coffre. Je sais même pas quelle tronche il a, s'il y a de la place ou pas. Ah. Alors, au niveau du coffre, comme souvent chez les Japonais, tu as une manette qui est cachée ici sous le siège. Réservoir aussi, tu as une manette de ce côté. Et bien sûr, tu as la manette pareil, qui est quoi. juste là. Tu retrouves vraiment... Par contre, tu n'as pas le réservoir de ce côté, parce qu'en règle générale, ils mettent tout de ce côté pour ils mettent du côté gauche pour que tu puisses toi-même ravitailler. Là, c'est l'autre côté. Oui. Ouais. Alors, étant donné que les Japonais conduisent à droite, est-ce qu'ils ont favorisé les Japonais? Ils se sont dit, on va pas le mettre de l'autre côté. On va pas le mettre de l'autre côté. Mais c'est vrai que quand tu as une voiture japonaise, c'est quand même très pratique de se dire que tout est de ton côté. Et même quand tu as une station, tu te prends pas la tête. C'est plus pratique, effectivement, pour ravitailler. Ok, c'est très haut. Enfin, c'est large, long, mais il n'y a pas de profondeur. Et non, c'est pas grand parce qu'il y a une roue de secours galette qui est intégrée dans le coffre. Et surtout, ce coffre, il peut accueillir le toit en aluminium, le toit Targa en aluminium qui va venir se fixer ici et qui va permettre de transformer cette voiture, non pas en cabriolet, mais en coupé Targa. On le voit dans Fast and Furious quasiment tout le temps. Il est en Targa. Oui, ça s'enlève facilement. On est en Californie, donc voilà, c'est ça. C'est plus pratique. On a voulu le faire, il aurait dû faire beau aujourd'hui, il pleut, on n'a jamais de chance. Mais... Alors, ça peut s'enlever. Facilement, c'est peut-être un grand mot. Pourquoi tu me sors des outils là? Ah, voilà. Je vais t'expliquer en 2 mots. Je vais essayer d'être rapide. Voilà, tu vois. Bon, je vais essayer de te faire la traduction, mais elle est déjà faite en français. Donc, tu peux enlever ce toit Targa moyennant ce petit cliquet que tu trouves ici. Tu avais encore tout comme ça ou tu as pu le récupérer au fur? Non, j'avais encore tout. Je suis très conservateur et j'ai du bol que les anciens propriétaires les gardaient aussi de leur côté. Donc ça, c'est la trousse qui est vraiment d'origine, puisqu'elle est encore rebadgée, je ne sais pas si tu vois. Écrit en japonais à l'arrière. Ouais, exactement. C'est qu'on n'en a pas parlé, mais sur ton moteur, je cours là-bas, je reviens vers toi, mais il a toutes les étiquettes écrites encore en japonais. Voilà, quand il a tout nettoyé, il les a vraiment laissées d'origine. Ça, c'est quand même super important. Un cliquet, tu pourrais faire des montages de meubles à la maison d'une marque suédoise. Alors, tu te retrouves avec un cliquet, tu vois, qui est inversable pour pouvoir le faire fonctionner. C'est un bel outil. C'est un bel outil, tu vois, la pièce est sympa. Et ça, en fait, ça va servir à dévisser les 5 vis du toit Targa. Ok, donc tu le fais pas au feu rouge, quoi. Tu le fais pas au feu rouge. Et quand il pleut, tu as intérêt à être abrité pour pouvoir le repositionner parce que le temps, on est à peu près, si on mettait un chrono, parce que j'ai un peu l'habitude maintenant, mais quand tu l'as pas, c'est 5 minutes de montre quand même. Et quand tu l'as, c'est 2 bonnes minutes. Tu peux nous montrer juste où c'est les vis? Bien sûr. Tu démarres par une vis centrale qui se trouve qui est là, ici pour déloquer
une partie du toit ici. D'accord. Et après, tu vas devoir, avec ton cliquet, et là-bas, et derrière les pare-soleils également, aller chercher les 5. Ça a été pensé pour être très étanche et rigide, mais pas pour la facilité de démontage, quoi. Clairement pas pour la Ouais. facilité de démontage. Hein. Ok. C'est effectivement, comme je te disais, Californie, quand tu habites dans ce coin-là, une fois que tu l'as mis en targa, tu la laisses pour la semaine, hein, ou même pour le mois. Là, effectivement, par chez nous, il faut prévoir la journée targa. Merci en tout cas, parce que tu vois, moi j'adore cette voiture, mais j'avais jamais vu, je savais pas et tout, donc je suis content de pouvoir avoir ce genre de détails. Puis après ils auraient pu faire quelque chose de plus simple, mais je pense qu'ils ont voulu garder la rigidité de la C'est caisse ça, ouais. et d'éviter, vu qu'on est quand même sur de la performance, d'éviter des mouvements parasites sur les mauvaises routes ou peut-être dans une conduite dynamique. Dynamique, ouais. Et donc la roue galette est là, en dessous. Et la roue galette, c'est aussi une galère ou... alors non, Je la veux roue, pas t'embêter à toute. non, la roue galette, en fait, tu as un petit cache que tu décales, et là tu retrouves notre roue galette. Ok. Donc, tu vois, elle a très peu servi hein, dans la finalité, puisque, bon déjà c'était encore, tu vois... Tout est propre, immaculé et tout, c'est incroyable de le... Oui, et il y a les outils, et il y a les outils, il y a les outils. T'as tout. Regarde, tu vois, tu as les petits outils un peu comme BMW. Ouais, la petite pince, les petits tournevis. Ouais. Lexus, Toyota, c'est quoi? Ça c'est les l'anti-vol aussi. Non, ça c'est les écrans anti-vol, c'est Ok. plus récent. Mais tu vois encore tous les outils qui sont complets. T'as un kit sécu qui est badgé, tu vois. Toyota France, bon ça c'est plus récent, hein, mais on reste vraiment avec tout complet. Mais tu vois, tu as des trucs, tu vois, ça c'est absolument hallucinant. Parce que ce genre d'étiquette, elle s'envole, tu vois. Et là, C'est ça, ouais, toutes les étiquettes, t'as essayé de faire attention. Pareil ici. pareil ici Ça, c'est incroyable. pour le targa. Ouais, ça, il te montre en gros comment faut mettre le targa. Comment le targa s'installe en Ouais, fait. d'accord. Parce qu'en fait, c'est sur ces espèces de clips là, t'as au-dessus. Oui. et- Oui, c'est là-dessus que ça s'installe et il te donne un schéma parce que c'est quand même, vu que déjà le démontage n'est pas super pratique, l'installation ne l'est pas vraiment non plus. Donc vraiment quand tu l'as fait, fais-le pour la semaine. Hein. On est dans le coffre, t'as un peu de place et cette vidéo est sponsorisée. Et on va te donner une super huile. D'ailleurs, paraît-il que ça va très bien. C'est l'HTX Chrono. On remercie Elf qui sponsorise cette vidéo. super. 5 bidon acier. Ah bah là Et tu l'as c'est... même dit. La viscosité, elle est bien pour la... Ah bah écoute, c'est parfait puisque la Supra accepte de la 10-30 jusqu'à la 10-60. Donc ça correspond. ça va vraiment te parfaitement. servir là. Parce Ah que- bah là, clairement, oui. Ok, ça puis fait plaisir. bah, en plus, la contenance, c'est 5 litres. Donc c'est pile poil. Alors, C'est je peux impeccable. préciser aussi, voilà. Faut que tu montes ton beau polo. Ouais, parce que c'est ouais, ça. non, mais c'est vrai que pour ceux qui seraient intéressés, il y a un site qui s'appelle Bakelite avec un K, il y a un lien. Et pour l'achat de 2 bidons, ils ont un super prix. Alors les offres changent, mais il y a surtout un polo Elf qui est fabriqué en France, qui est offert, celui-là, le noir. Voilà. Si vous voulez vous faire plaisir et en Voilà. plus avoir C'est de vraiment- l'huile. C'est étonnant parce qu'ils ont des prix vraiment. On pour met le lien en deux. description de toute façon. Ouais, il y a le lien Bakelite, voilà, qui est partenaire aussi. Et donc voilà. Merci Elf. Le Merci. blouson est très beau aussi. Moi, je trouve très... Je vais peut-être aller en commander un, tiens. C'est bien. Bah, c'est vrai qu'une fois qu'il est vide, après dans le garage, ça fait de la déco aussi, c'est ça qui est cool. Hein. Clairement, oui. On espère qu'il va pas pleuvoir, on va faire un petit tour. Parce Bien que, sûr. voilà, peut-être que je le mettrai dans le titre, j'en sais rien, mais c'est une belle histoire aussi cette voiture, l'histoire que tu as avec cette voiture. Donc on aura le temps d'en parler Je vais en t'en faisant du parler. drift. Voilà. Nous sommes dans le sein des seins, pour moi en tout cas. Voilà. Alors première chose, c'est ma petite observation à moi, je pensais pas que c'était si petit à l'intérieur. Je fais 1m80 et en gros là mes genoux, bon je suis bien mais j'ai pas masse de place, mais là plus personne peut se mettre derrière moi, là c'est fini. Là, c'est fini, effectivement. Derrière moi, il y a un peu plus de chance. Hein. Ça dépend de la grandeur. C'est vrai que c'est vraiment une 2+2 et encore quoi. C'est une 2+2. Ça serait vraiment du dépannage. Vraiment du dépannage pour enfants à l'arrière. Mais non. Considérons que c'est un grand coupé 2 places. Et qu'à l'arrière, c'est vraiment de l'appoint, quoi. Hein. On va parler du moteur, on va parler aussi, on va dire du châssis, parce que je suis très surpris, hein, je vais pas spoiler, mais c'est très confortable, j'ai l'impression. Mais d'abord, parce que je le dis depuis avant, c'est l'histoire. C'est une histoire incroyable cette voiture. Donc tu es concessionnaire Toyota,
et tu as vendu cette voiture, mais elle est revenue vers toi. Raconte-nous. Alors, je vais essayer de faire rapide. Parce que hier, on a passé 1 heure au téléphone. Donc, Ah, puis je suis très bavard en plus, alors là c'est l'enfer. Mais non, en fait, moi je suis commercial dans une concession automobile. J'ai toujours été commercial chez Toyota. Et donc j'ai vendu cette voiture en juillet 95 à un couple de clients. Je l'ai suivi pendant toutes ces années d'entretien jusqu'en 2006, où là j'ai changé de concession et j'ai perdu la trace de cette voiture. Et à chaque fois qu'il venait d'ailleurs en entretien, je les tannais pour l'acheter. Hein, parce que tu essayais de la filmer et tout. C'est marrant, je l'avais filmé une fois en entretien parce que j'avais dit tiens, je vais garder un petit film. C'est tellement rare, ouais. une Supra, que je me dis bon, je garde un petit souvenir de cette vente en fait. Et je l'ai suivi en entretien jusqu'en 2006. Et en 2006, j'ai changé de concession. Donc je l'ai perdu. J'ai perdu de vue. Et coup de théâtre, en 2020, j'ai quelqu'un qui m'appelle dans la concession où je travaille et qui me dit voilà, je voudrais acheter une Toyota Supra. Je lui dis très bien, ok, une MK5. Il me dit non, une MK4. Ah bah, je dis monsieur, ça se fait plus. Ça s'est arrêté depuis quelques temps là. Ouais, mais il me dit vous pouvez quand même m'aider, des infos. Bah, je dis écoutez, oui, je suis passionné, j'aime ça, oui. Et je lui dis alors parlez-moi de cette voiture. Donc il me dit elle est boîte mécanique. Ah, je dis d'accord. Il me dit, enfin je lui pose la question, je dis elle est conduite à gauche. Il me dit oui. Elle est française, il me dit oui. Et là, ça a commencé à dérouler un peu le fil. Hein. Je dis donc elle est grise, intérieur beige. Et là, il me dit oui. Et là, je lui dis je la connais parfaitement cette voiture. C'est une voiture que moi j'ai vendue à des clients. Et donc c'est comme ça qu'on a lié un peu contact. Donc il m'a appelé pendant 2-3 mois pour me poser des questions sur des tarifs, des pièces et ainsi de suite, sur l'achat. Et le 24 décembre, il m'appelle et de nouveau coup de théâtre et il me dit Christophe, du coup je ne vais pas donner suite au projet, mais vu que je sais que c'est toi qui l'as vendu et que tu serais très intéressé de la racheter, je te mets en relation avec les clients que tu as perdu de vue, qui habitent à tel endroit et ainsi de suite. Et voilà comment s'est fait l'achat. Donc là c'est le cadeau incroyable parce que mine de rien, c'est une voiture que tu as vendue, que tu as suivie tant que tu pouvais la suivre. Elle part de 2006 à 2020 et en fait elle revient vers toi et là tu te dis bon il y a un moment faut l'acheter quoi. Ah bah là clairement oui, c'était le moment ou jamais finalement d'acquérir la Supra. Alors on pourrait presque dire que finalement c'est une première main puisque je l'ai vendue et je la récupère avec un petit écart. Si tu fais ça sur toutes les bagnoles que tu as vendues, t'as pas fini. Ah bah je vais ouvrir un musée Toyota si ça continue à ce rythme-là. Mais bon, avec des Supra, ça va être beaucoup plus difficile de faire ce genre d'action. Mais oui, effectivement, l'histoire est belle. Pour moi, c'était vraiment le Graal de récupérer cette voiture parce que oui, il y a une histoire et puis j'aime beaucoup cette voiture en fait. Je trouve qu'elle est vraiment charismatique. Il y en a eu peu d'exemplaires vendus et donc ça en fait aussi une rareté et c'est un plaisir aussi de la partager avec d'autres. Hein. Tu dis que c'est un plaisir. Là, la voiture est un peu plus chaude. Ouais. On va voir si la C5X va un peu plus vite. Si tu accélères. Déjà, tu as accéléré avant. On a entendu le turbo qui commence à... Tu entends le sifflement charismatique des turbos. Hein. Regarde, j'essaie de te le... Tu vois, c'est... Et ça freine bien parce que j'avoue, t'étais prêt là. Ça part. Tu vois, c'est bourré de coupe. C'est vraiment... Il y a ce qu'il faut, hein. Il y a encore, entre guillemets, j'allais dire, de beaux restes, hein. Quel que soit le rapport enclenché, regarde. T'as le deuxième effet, regarde. Alors oui, je comprends mieux. Il y a de beaux restes, hein. Et puis la tenue de route, ça a l'air hyper rigide, ça a l'air d'être rivé au sol. Ah ouais, regarde, ça reste... Oui, c'est... Le châssis, il y a encore de beaux restes dessus. Hein. Après, oui, il y a des années qui passent aussi, forcément. Hein. Est-ce que tu penses qu'elle a encore ses 330 chevaux hein? Oh oui, je pense, hein, malgré tout. Hein.
Ça marche fort, ça marche très très fort. En fait, elle a détenu le record du meilleur freinage pendant, je crois, mais 5 ou 6 ans. Et elle n'a été détrônée que par la Porsche Carrera GT qui l'a détrônée en fait de cette première place. Tu vois, je ferme la porte et tu vois, tu es vraiment enveloppé dans un tableau de bord. Hein. T'es bien plat. assis, tout est... Ah, tu as une position de conduite qui est parfaite, tu as vraiment tout, tu vois, tout à niveau des mains, quoi. Tout est ergonomique, tu vois, le levier de vitesse, tu vois, la course est vraiment très rapprochée, tu vois. Tu sens que c'est pas un levier au plancher qui est décalé, tu as vraiment de l'ergonomie. Bon, le frein à main, c'est pas une voiture de rallye, mais il était pas mal positionné finalement, du coup. Et pareil, tu vois, tout ce qui est climatisation, tu avais un équipement qui était assez conséquent, puisqu'il n'y avait aucune option à l'époque, hein. Il n'y avait aucune option. Alors il y avait le lecteur CD en accessoire qui est venu à un moment donné. Nous, on avait la clim, mais on n'avait pas les sièges chauffants par rapport aux Allemands, tu me disais. Exactement, donc les versions allemandes avaient les sièges chauffants, tu vois, le bouton est là, ici. le bouton est là, et nous on les a pas en France. Je vous mets le flash de mon téléphone, c'est hyper sombre. Je ne sais pas si on s'en rend compte à la caméra, mais c'est vrai que c'est très sombre. C'est très, très austère hein, intérieurement, on voit bien l'inspiration. Mais bon, tout fonctionne, c'est aussi ça, c'est ce qui est... tout fonctionne, la clim auto, le système audio. T'as pas d'ordinateur de bord, t'as juste une petite oui. température Alors, extérieure. si tu as ce qu'on appelle un ordinateur de bord avec, tu vois, je sais pas si tu arrives à voir ici, Ouais. tous les voyants de contrôle, tiens, je te les remets en route parce qu'il y en a vraiment une ribambelle et il est positionné du coup, Il y en a de chaque côté en fait. un pour chaque œil. Hein. C'est bien fait, hein, franchement. Regarde, tu vois, tu as vraiment des infos ABS, anti-patinage, niveau d'huile, pression d'huile. Déjà, tu avais un système de contrôle moteur. Hein. Tu as même, quand tu es en ampoule grillée, tu vois, tu le voyais. Je pense à Renault pour le côté Lancia, hein, qui t'indiquait ce genre de choses. Tu vois, les Japonais l'avaient mis aussi. Bien sûr, tu avais même, puisqu'elle était équipée d'airbags, donc tu as tout un système... Il y avait déjà des airbags. Des doubles airbags, hein, conducteur et passager, avec contrôle. Et puis voilà, tu as vraiment 2 ordinateurs de bord, plus une température extérieure, puisque la montre de four micro-ondes se transforme Four micro-ondes. Et là, on voit aussi les bornes qu'elle a. Et Elle a- c'est assez incroyable de se dire qu'elle a ouais. 180. 180 000 km 180 000 et bah, comme tu as pu le constater dans notre petit essai, elle a la santé Elle a rien perdu. et il n'y a pas trop de bruit de mobilier dans l'absolu et tout fonctionne et le passage de vitesse Pour est... finir, je sais que ça va être un peu plus long que d'habitude, mais je suis curieux. Donc il y a des petites Le cendrier. Et oui, à l'époque Petit on cendrier. fumait, hein, il y a aussi l'allume-cigare. allumes-cigares, Hein, effectivement. très bien, hein, qui est là avec le cendrier. On était sur une boîte 6, bon ça on l'a vu. Ouais. Et puis bien sûr tu as aussi une petite boîte de rangement où tu peux ranger, tu vois, tes cassettes, hein, tes petites cassettes qui Cool vont... Gang, Voilà, tu vois, Miami Vice. des cassettes d'époque qui sont assez sympas. Puisque effectivement Là, tu t'as as... l'airbag. Et tu as l'airbag, Ok. voilà, tu as l'airbag qui est positionné ici, donc conducteur et passager. Et là, Puis- je peux ouvrir. Bien sûr. Tu as une boîte à gants qui est très vite, tu vois. Et il y a quand même, parce que là aussi, presque tu peux ranger des choses à ce niveau-là. T'as T'avais- quand même beaucoup de rangements. Tu avais quand même des espaces de rangement pour... C'est presque une familiale, quoi. oui, on va dire ça. Une familiale à deux. Finalement. Une familiale à deux. Parce qu'on va Une finir famille de là-dessus, et c'est vrai qu'on n'a même pas parlé du prix. Quand ils l'ont acheté en 96 et aujourd'hui, déjà en 96 c'était un peu une folie d'acheter cette voiture. Au niveau tarif, c'était assez élevé puisque la voiture a été vendue 425 000 francs. Alors, quand on refait des conversions et ainsi de suite, ça ferait l'équivalent de 80 000 euros d'aujourd'hui, ce qui faisait quand même une sacrée somme pour un coupé sport. Mais bon, c'est peut-être aussi ce qui a malheureusement fait que la Supra a eu une durée de vie assez écourtée de 3 ans et 49 exemplaires. C'est qu'on s'approchait du prix du coup de la 928 et même de la 911 qui était un tout petit peu plus cher et que les gens préféraient avoir un blason peut-être Et plus... puis même en cumulé, c'est vrai que j'avais pas les chiffres en tête, tu m'as dit en tout il y a eu 45 000 voitures. 45 000 C'est pas voitures, beaucoup quand tu vois le marché donc asiatique, surtout japonais, et américain, enfin les États-Unis. c'est pas beaucoup. Europe, ça a été 1500. Oh, c'est rien du tout. États-Unis, ça a été l'équivalent de 13 000 voitures de mémoire. Et le reste, c'était Japon. Parce qu'il faut savoir qu'elle a été arrêtée aux États-Unis entre 98 et 99, mais qu'elle a continué au Japon jusqu'en 2002.
Donc ils ont C'est continué. fou, hein, 10 ans, une carrière de 10 ans quasiment. Quoi. 10 ans, ouais, c'est une carrière assez courte, ouais. Mais 45 000 voitures, ouais, c'est vrai que c'est pas énorme, hein, sachant combien il en reste aujourd'hui, un peu de tout ça. Et aujourd'hui, la cote, elle n'a pas trop décoté finalement. Hein. Non, il y a eu un moment, hein, comme tout, il y a un petit creux, hein, où on est tombé, je crois, dans les 20-25 000 à peu près, hein, dans ces eaux-là, à un moment donné. Et très vite, ça n'a pas tenu, puisqu'après, c'est remonté dans les 30, 35. Et là, on voit des chiffres en ce moment qui sont, voilà, on parle de 85, 100 000 des fois, quand ça discute un peu sur les forums à droite à gauche. Là, il y a une annonce sur le Bon Coin actuellement avec une voiture à 155 000 €, mais qui n'a que 80 000 km et qui est française également, et qui est grise. C'est énorme, vraiment. C'est assez conséquent. Ouais. Et aux États-Unis, on parle, j'ai pu relever une voiture qui était à 290 000 $ et qui avait, je crois, 12 000 miles, ce qui ferait équivalent de 20 000 km. Quoi. Un grand merci en tout cas, parce que quand on voit la rareté de la voiture, le fait d'être venu jusqu'ici, vraiment merci d'être venu. C'est moi qui te remercie, Julien, et je remercie Renault également de m'avoir accueilli. Et en parlant de petits cadeaux et tout, on a un petit cadeau pour toi, parce que vous le savez maintenant, on tourne ici, donc on n'est pas très loin de Feucherolles, c'est pas très loin de Versailles, dans l'ouest de Paris, aux Deux Gourmands, les Deux Gourmands, et ils te font un petit cadeau. C'est que du fait maison, ça c'est leur spécialité aussi avec les biscuits coquelicots. T'as du très très bon miel, c'est que du fait maison. Apiculteurs d'Île-de-France et leur pain d'épices. Voilà. Et c'est Ils nous reçoivent chez eux en fait. Ce qui est cool, c'est qu'on a fait plusieurs vidéos auparavant, ils t'ont appelé, après ils t'ont dit ouais, c'est super bien, on va aussi offrir des cadeaux aux petits observateurs, donc double cadeau aujourd'hui. Un double cadeau, mais alors, si je comprends bien, les Deux Gourmands, c'est vous? Voilà, c'est ça. Et finalement, on va le reprendre, tu sais. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous en tout cas. Merci à toi. Si vous aussi vous voulez présenter une voiture à POA, n'hésitez pas directement par mail petiteobservation@gmail.com. On a beaucoup d'avance, comme vous le savez, mais on essaie de répondre, on essaie de le faire au fur et à mesure. Ça sera ici, ailleurs, on ne sait pas. Abonnez-vous à POA. 60% des gens qui regardent POA et qui ne sont pas abonnés, donc ça c'est très important. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.